Ben voilà, chers internautes, nous retrouvons notre ami François-Xavier Martin, ce qui va me donner le sourire. J'étais pas irrité, j'étais tout simplement effaré de cette revue de presse française. On a essayé de se concentrer pour laisser une heure à François Martin de parler avec nous des États-Unis, mais effaré de la situation économique, financière, sécuritaire, en termes d'emploi économique, industriel de la France. C'est un tel désastre. Un tel désastre. Quand on est un patriote, évidemment, ça fait mal au cœur. Bonjour François déjà. Bonjour. Et bienvenue dans cette matinale. Encore un jour dynamique où il va se passer plein de choses. Géopoliticien, géopolitologue, journaliste François-Xavier Martin, auteur de 2 livres maîtres dont les titres sont des références absolues quand on a un problème de titre dans une émission. Dit bon alors, les livres de François, ah oui bien sûr, Un basculement du monde, l'Ukraine, un basculement du monde, pas mal. L'autre, Le temps des fractures, pas mal à chaque fois trouvé. Il va droit au but, François Martin, et donc on n'hésite pas à emprunter et on lui fait de la pub, et on n'est pas les seuls, je crois, à employer ce genre d'expression. Voilà. Dernièrement, je crois que même un ministre utilisait des formules très très proches de celles de François. C'est clair, il m'a piqué mon titre, tout simplement. Lequel ? L'Ukraine, un basculement du monde. Ce titre-là, l'Ukraine et le basculement du monde. Et moi, c'est l'Ukraine et un basculement du monde. Alors, qu'on me dise que c'est pas une copie, je sais pas ce que c'est. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'honneur, disons. Le basculement s'est accentué avec les BRICS, évidemment, à Kazan. Et puis alors, il ne cesse d'y avoir des basculements, outre-Atlantique cette fois-ci. Oui. Je te poserai juste la première question, parce qu'on n'a pas eu la possibilité, parce que tu étais pris par Mons et par Vaux, ce qui n'est pas étonnant. Oui. Tu avais aussi à dispenser ton expertise. Tu ne peux pas te consacrer uniquement à GPTV, malheureusement. Mais on ne t'a pas encore entendu sur le résultat des élections américaines. Oui. Es-tu comme ces Français qui sont désespérés? Il y a un sondage qui est sorti hier où, et encore, les 20 ou 25% de Français qui sont heureux de l'élection de Trump, avec la propagande qui s'est déversée sur nos têtes depuis des mois contre Trump, je trouve qu'ils sont déjà assez extraordinaires, ces 20 ou 30% de Français. Donc es-tu aussi atterré que la majorité des Français selon un sondage par l'élection de Donald Trump? Non seulement je ne suis pas atterré, mais j'avais dit depuis des mois que je m'attendais à une victoire écrasante de Trump. Et ce que me prouve ce qui s'est passé, c'est surtout encore les mensonges des sondages. Et ils sont faciles à démonter. C'est-à-dire que pourquoi la victoire de Trump était absolument attendue? Je rappelle que Delaware avait fait un article absolument magnifique où il reprenait les travaux d'un site américain qui s'appelle Real Clear Politics, qui faisait la compilation semaine après semaine de tous les sondages qui sont faits aux États-Unis depuis des mois et des années, et qui les classe par les 10 principales questions que sont l'emploi, la santé, le travail, l'inflation, la politique étrangère, l'immigration, etc. Et que sur toutes ces questions, l'équipe Biden-Harris, donc Harris, faisait entre 55 et 75% d'opinion défavorable, c'est-à-dire le pire score d'une équipe américaine de toute l'histoire récente des États-Unis. Donc, on sait que le fond de cale, je dirais, de Harris dans la campagne présidentielle était effroyablement mauvais. Donc, on ne peut pas comprendre que ce fond qui est avéré et constaté, puisse, par un coup de baguette magique, se reporter lorsqu'on dit « Ah ben Kamala n'est plus en train de faire son bilan, mais maintenant est dans une campagne présidentielle. » Hop, présidentielle, elle est pratiquement au même niveau que Trump. Donc, il y avait un bidouillage. Et le bidouillage, on sait très bien comment il a été fait. Il a été fait par le fait qu'au lieu de prendre les sondages État par État et précision par précision, on a fait ce qu'on appelle les sondages populaires, c'est-à-dire on a pris tout le monde. Et quand tu prends tout le monde, évidemment, ceux qui sont surreprésentés, ce sont les États où les démocrates, où l'un des deux fait 80%, ce qui ne sert à rien parce qu'il suffit de 55%, le fait d'avoir 80% n'augmente pas le nombre de grands électeurs. Donc,
ce sont des électeurs excédentaires, en fait, qui ne doivent pas compter dans les votes. Or, on les fait compter. Donc, on a trafiqué les choses comme ça, et donc c'était totalement mensonger. Et ça, la presse le sait, parce que Real Clear Politics, c'est un site qui est extrêmement connu, donc tous les journalistes l'ont vu. Mais comme toujours, on n'est pas du tout dans un système démocratique. Il faut mentir, mentir, mentir jusqu'au bout pour conserver les privilèges, parce que la presse sont des oligarques et qu'on est dans un système oligarchique, et la presse fait partie de l'oligarchie, et donc elle risque de perdre son pouvoir, et elle l'a perdu. Et elle l'a perdu, et le propre du mensonge à ce site formidable, c'est quand il devient absolument manifeste, à ce moment-là, il se retourne et c'est le menteur qui se le prend en pleine figure parce qu'il est nu, en fait, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. François Martin, c'est en plus une victoire par KO. Elon Musk tweet très rapidement « Je sais tes matchs ». On s'attendait à avoir peut-être une victoire de Trump, mais pas de connaître le résultat si rapidement. Là, pour le coup, il y a eu, même chez certains personnes avec qui j'ai pu échanger, on espérait, ou certains espéraient, ou n'espéraient pas d'ailleurs la victoire de Trump, mais pensaient que de toute façon, ça n'arriverait pas vite, et puis que ce ne serait pas la victoire aussi du vote populaire, parce que tu parles du vote populaire, mais même sur le vote populaire, il a gagné. Il a gagné, c'est ce que le général de Lavarde, en effet, a dit dans l'émission spéciale que nous avons fait avec Raphaël mercredi matin. Il a gagné aussi le vote populaire, il a gagné la Chambre des représentants, le Sénat. Enfin, la Chambre des représentants, je ne sais pas si le résultat est déjà acquis. Oui, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, il a a priori tout gagné, et tous les swing states, le grand chelem. Oui, oui, absolument. Eh ben, si tu veux, c'est si tu regardes la carte, il y a une carte qui est totalement extraordinaire qui circule. C'est la carte non pas par État, mais par canton. Ouais. Et si on regarde la carte par canton, en fait, toute l'Amérique pratiquement est rouge. Pratiquement toute l'Amérique est rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les États ou les villes qui sont beaucoup plus peuplées donnent une majorité aux démocrates, on présente l'ensemble des États comme bleus. Mais en fait, l'État n'est pas bleu. 95% de l'État est bleu et rouge, et c'est juste la ville principale, là où se concentre l'essentiel de la population, est rouge. Mais si tu regardes territorialement, c'est véritablement une victoire du peuple rouge contre les bourgeois des villes qui sont bleus et qui, eux, profitent. C'est la victoire de l'Amérique périphérique, véritablement. Et ça, c'est le génie de Trump et sa force de caractère, d'avoir d'une part compris que l'Amérique périphérique était abandonnée au bord du chemin par la boboisation des démocrates, la boboisation et l'enrichissement, puisque les deux choses vont toujours ensemble, et que donc il leur a tendu la main, il les a redressés, il a gagné par effraction, je dirais d'une certaine façon, contre son propre parti, qui était essentiellement des rhinos. Je rappelle ce que ça veut dire rhino. Ça veut dire Republicans in name only, c'est-à-dire tous ceux qui allaient à la soupe avec les démocrates, confèrent la droite de chez nous qui va à la soupe avec Macron. Il a gagné contre ces gens-là. Ils se sont réveillés, ils lui ont mis une pâtée à l'élection suivante en bourrant les urnes de toutes les façons possibles. Je rappelle à ceux qui disent non, c'est pas vrai, qui lisent donc le rapport Navarro, qui a été fait, un rapport de 36 pages qui a été fait par le secrétaire d'État au commerce, que tout le monde peut trouver, où il détaille toutes les fraudes, type de fraude par type de fraude et État par État. Donc, il y a tout là-dedans. Il y a tout. Donc, quand on dit c'est pas vrai, si c'est vrai. Et donc, ils ont évidemment élaboré une contre-attaque, et une contre-attaque, pour moi, ça a été une contre-attaque à la Tyson, c'est-à-dire tu fonces sur lui dès le premier round et tu le bourres de coups. Donc, ça veut dire vous allez voter dès le début en avance, et vous prenez une telle avance que s'ils essayent de faire la même chose, c'est-à-dire si les comptes des urnes s'arrêtent brutalement pendant la nuit et puis que Harris reprend 200 ou 300 000 voix, il apparaîtra à nouveau que c'est totalement mensonger. Et moi, ce que je craignais beaucoup, c'est le vote des immigrés, puisque honteusement, mais les 10 millions, honteusement, les 10 alors qu'aux États-Unis, on a besoin de sa carte d'identité pour toutes les actions possibles. Ils ont empêché
que soit la Chambre des représentants a empêché, ou le Sénat, je ne sais pas, que passe une loi qui obligeait les gens à montrer leur carte d'identité à l'occasion des votes. Donc je me suis dit, ils ont fait rentrer 10 millions d'immigrés pour en fait aller bourrer les urnes avec les immigrés, en disant, je m'appelle Luis Suarez et j'ai bien voté, et regardez il n'y a pas la carte d'identité, mais il y a le permis de conduire et ça suffit. C'est encore la mexicanisation, non pas cette fois-ci de la France, mais la mexicanisation voilà. des États-Unis. Et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Qui est un peu plus réel aux États-Unis qu'en France. Voilà. Et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que, en fait, contrairement là encore à ce que disent les Français et notre presse, lors de sa première présidentielle, Trump a fait beaucoup pour tous les petits jobs, puisqu'elle a baissé les charges sociales drastiquement pour permettre aux Américains de retrouver du travail. Et ça a profité énormément à la fois aux Noirs et aux Latinos. Donc, les petits bourgeois et les classes populaires latinos et noirs ont voté pour Trump. C'est quand même fort que les Noirs, les hommes noirs, alors les femmes se sont fait avoir par Kamala en disant nous on veut disposer de notre corps, etc. Mais les hommes ont voté majoritairement pour Trump, ce qui est quand même incroyable. Où il y a eu 45%, je crois, des Noirs. C'est l'inversion d'ailleurs complète. Il a bondi chez les Noirs et chez les Latinos. Tu sais, François, juste une petite incise dans tes propos pour te dire que c'est paradoxal, puisque en général, la sociologie électorale, que j'ai beaucoup étudiée dans le passé, et l'analyse politique qui s'ensuit, veut que la femme ait un vote normalement beaucoup plus conservateur, et l'homme, c'est l'inverse. En 1965, toi qui es gaulliste comme moi, il faut quand même savoir que si seuls les hommes avaient voté, ils ont voté au second tour majoritairement pour François Mitterrand. Et ce sont les femmes qui ont fait élire De Gaulle. Là, c'est l'inversion complète aux États-Unis. Voilà, et en 1870, lorsqu'on a instauré la Troisième République, on a empêché les femmes de voter pour qu'elles ne votent pas comme leur curé, et on a mis les bulletins, on a mis les urnes uniquement les chefs-lieux de canton pour que les paysans n'aillent pas voter. Donc, on est dans la même configuration, c'est-à-dire la dite démocratie est en fait une oligarchie des villes et des riches et des bourgeois. Et le peuple reste dans ta campagne. C'est ça que Trump a inversé. Donc, c'est un formidable réveil des peuples. C'est un formidable réveil des peuples qui nous donne énormément d'oxygène et d'espoir. Donc maintenant, on va parler des conséquences de tout ça pour nous. Alors, deux points justement là dans les débats. Dans les échanges, j'aimerais que encore pendant les 10-15 minutes, on se concentre sur l'ensemble des conséquences à terme aux États-Unis, et qu'après, et c'est évidemment, ou encore en 5-10 minutes sur les conséquences sur les États-Unis, et après, évidemment, ce qui est ta spécialité, c'est-à-dire en quoi ça va accentuer le basculement du monde, en quoi la victoire de ce souverainiste va avoir des conséquences sur le monde entier, et peut-être d'abord sur l'Europe. Et ça, je veux vraiment ton analyse sur ce point, et on terminera sur ces éléments si tu le veux bien, mais peut-être quand même terminer sur sa victoire et sur les conséquences aux États-Unis vis-à-vis, je dirais, de tout ce qui se dit, on parle de règlement de compte, moi je parlerais tout simplement de la justice qu'il va falloir qu'elle passe. Est-ce que il faut s'attendre avec la victoire de Trump quand même à des bouleversements? On parle de Musk sur un poste ministériel, on parle surtout de Bob Kennedy Jr. Tout ça, j'aimerais que tu nous donnes déjà ton analyse avant de voir les effets sur le monde. Bien sûr. Alors avant ça, je vais dire une chose, c'est que si on veut véritablement savoir qui est Trump au-delà des propos de campagne outranciers du style lourdeau qui se donne mais qui plaît à l'électorat populaire, il faut aller écouter son discours, en fait, qui le dévoile totalement, son discours à l'ONU de septembre, je crois que c'est le 29 septembre 2019. Et là, on voit véritablement en une demi-heure quelle est la personnalité de Trump, et le discours est magnifique, absolument magnifique. C'est véritablement le discours d'un patriote et d'un homme
contrairement à ce que disent là, alors là, ça y est, il lui pousse une petite moustache. Enfin voilà, on est là, mais c'est véritablement, on voit sa vision du monde. Et sa vision du monde, c'est les peuples libres et indépendants qui commercent entre eux et qui font des affaires et qui ont de la diplomatie et qui parlent librement. Donc, il est très proche finalement de la vision, il est très très proche de la vision des BRICS en fait, très proche de la vision des BRICS. Et véritablement, pour lui, ce qui est sacré, ce sont les peuples. C'est la liberté des peuples, c'est les familles, c'est tout ça. Il faut véritablement écouter ce discours parce qu'on a tout là-dedans. Et c'est le contraire d'un belliciste, c'est le contraire d'un mondialiste et c'est le contraire d'un atlantiste. Donc, on va en parler après sur les conséquences internationales. Ce sera l'essentiel du sujet. C'est extrêmement important de comprendre sa vision des choses. Mais avant ça, pour revenir à la politique intérieure, il a dit, il l'a fait et il l'a répété et il n'a pas pu le faire lors de son premier mandat. Son objectif, c'est assécher le marécage. Donc, je pense qu'il va mettre Bob Kennedy à la justice. Il va lui dire, écoute, ceux qui sont là aujourd'hui, c'est les mêmes qui ont assassiné ton père. Alors, je t'en prie, vas-y, va les chercher tous, va les chercher les ministres de la Justice qui refusent d'opérer le laptop de Hunter Biden dans lequel il y a 450, je rappelle, chefs d'accusation et des mails disant il y a 10% pour le grand chef. Qui est le grand chef? Il dit pas papa, mais c'est presque ça que ça veut dire. On n'a même pas été les chercher. Ceux qui ont continué en 2016, alors qu'il était vainqueur, à l'espionner par la CIA pendant la période intermédiaire d'Ixit Obapa, on ne va pas le chercher. Tous ceux, les 500 millions de dollars donnés par Zuckerberg en 2020 pour soi-disant enseigner aux personnes des bureaux de vote comment il fallait utiliser les machines et les trucs, ceux-là, on ne va pas les chercher. Les endroits où on a mis des bulletins, comment ça s'appelle, à l'extérieur, pour mettre les ballottes, les boîtes, dans les quartiers démocrates de la ville, on a mis 450, 500 boîtes, et dans les quartiers de l'autre côté, dans les quartiers conservateurs républicains, on a mis 4 ou 5 boîtes. Bon, toutes ces fraudes éhontées, ces triches, ces mensonges, et je ne parle pas de l'argent détourné à propos de la guerre d'Ukraine, puisque on sait que la guerre d'Ukraine est une énorme lessiveuse et qui a recyclé 300 milliards de dollars, dans laquelle Zelensky a peut-être pris, parce que c'est la tradition dans les armes, 10%, s'il a piqué 30 milliards de dollars, lui, ses copains, on peut penser qu'il y a 10 ou 15 milliards de dollars qui sont remontés par la pompe directement, ce qu'on appelle les rétrocommissions, chez tous ces fauteurs de guerre, les démocrates et les rhinos. Et bon, et où est l'argent? Mais le père, comment il s'appelle, le père Kennedy, mais il va se régaler. Et Trump va lui dire, mais vas-y, vas-y. Et non seulement ça, mais je pense qu'il va falloir qu'il le fasse très vite, avant que ses ennemis, dans ces cas-là, il faut frapper tout de suite. Et que le type soit à terre, et quand il est à terre, tu continues de frapper. Parce que s'il laisse ses ennemis se réveiller, se réorganiser, même s'ils vont le bloquer, même si, à mon avis, ils n'oseront pas l'assassiner, parce qu'après 3 tentatives ratées, s'ils font ça, c'est la fin. C'est la fin des démocrates, parce que ça sera totalement manifeste que les démocrates sont prêts à tuer n'importe qui pour rester au pouvoir. Donc, je pense que Trump... Tu n'as pas entendu parler, François, des rumeurs de tentatives d'assassinat de Trump par le régime iranien, le régime des Mollahs, en faux drapeau? Non, je n'ai pas entendu ça. Ah bah ici, Biden lui-même a pris la parole il y a quelques semaines pour demander aux Mollahs d'arrêter de chercher à assassiner Donald Trump. C'est un peu énorme. Bah oui, mais bon. C'est un peu énorme. Le 11 septembre, c'était un peu... J'aurais plutôt tendance à penser que c'est Biden qui a orchestré le truc. D'ailleurs, il y avait eu, rappelle-toi, une phrase extrêmement sibylline
peu avant le premier attentat Oui. de, comment s'appelle-t-elle, de Victoria Nuland, qui avait dit il va lui arriver quelque chose, je ne peux pas dire quoi, mais il va lui arriver quelque chose. Et je pense que ça va être quelque chose d'assez négatif pour lui, et peut-être définitif, on l'a dit, quelque chose comme ça. Donc, moi, j'ai pensé dès ce moment-là qu'ils n'avaient pas eux-mêmes organisé un attentat, mais ils avaient créé comment dire, un environnement psychologique propre à favoriser les attentats, exactement comme ce qu'on fait aujourd'hui avec les attentats surprises, avec les coups de couteau en France ou ailleurs. C'est-à-dire, on n'organise pas des attentats en tant que tels, mais on crée un environnement propre à laisser les fous intervenir. Après, on n'a pas donné les ordres, mais on a fait en sorte que créer un espèce de champ magnétique pour attirer les cinglés. Tu crois aux égrégores, François? Je ne savais pas que tu croyais aux égrégores. Les champs magnétiques. Non, mais j'apprends, on en parlera en antenne. C'est ça qu'on fait les démocrates. Il y a une époque pendant la campagne où tout le monde disait ah, mais s'il gagne, il risque d'être assassiné. Pourquoi il risque d'être assassiné? Pourquoi personne n'a jamais dit Biden risque d'être assassiné à cause de sa politique stupide? Pourquoi Trump? Donc ça crée, c'est ce que j'appelle un champ magnétique, c'est-à-dire un environnement psychologique qui fait que c'est pratiquement inéluctable. Et non seulement c'est inéluctable, mais en plus, ce qu'on entendait, c'est que c'est la faute de celui sur qui l'on tire parce qu'il attire la haine, parce qu'il est trop méchant. Donc, en fait, c'est la victime qui est. Moi, j'ai vu Fico, j'ai vu Trump, j'ai vu, etc. J'ai pas vu d'attentat contre Biden, j'ai pas vu d'attentat contre Zuckerberg, j'ai pas vu d'attentat contre Schwab, j'ai pas vu d'attentat contre Soros. Ils sont tous dans le même sens, les attentats. C'est bizarre, ça, quand même. Donc, où est la violence? Alors moi, je me plains parce qu'on me frappe et on dit mais c'est ta faute, tu suscites la haine. Donc celui qui te frappe, il a bien raison de te frapper parce que c'est parce que tu suscites la haine que l'on te frappe. Attends, on est chez les fous là, il faut peut-être se réveiller. Absolument. Donc ça, je pense que ça va être l'objectif principal, par-delà le fait de terminer le mur dans son discours devant l'ONU, Trump dit bien que cette immigration, c'est un mal absolu, parce qu'il dit on emmène les femmes, on emmène les enfants, on viole les femmes et les enfants. L'immigration, c'est pas les droits de l'homme. L'immigration, c'est les pires des trafiquants et des salauds. C'est ça. Donc, il remet l'église au centre du village, comme il dit. Donc, il dit c'est cela qu'il faut aller chercher, qu'il faut combattre et qu'il faut éradiquer. Et il a raison. Il a raison. Et on attend ça en France. C'est pas arrêter l'immigration, c'est arrêter les trafiquants. C'est pas la même chose. C'est ça le véritable arrêt de l'immigration. C'est ces trafiquants. L'immigration est un mal total. Il dit ces pays se vident de leurs forces vives. Enfin, il faut écouter ce discours. Il est excellent. Très bien, merci beaucoup François. Et par ailleurs, juste pour finir sur la politique intérieure, il y aura évidemment, il reprendra ce qu'il a fait, c'est-à-dire s'il veut empêcher les immigrés de venir pourrir les marchés, chercher les petits jobs et rendre les petits jobs aux Américains, il faudra baisser les charges, évidemment, comme il l'a fait en première fois. Et il avait dit dans son discours que dans ses 3 premières années de mandat, il a récupéré 3 millions de jobs pour les petits Américains. C'est ceux-là qui ont voté pour lui cette fois-ci, parce qu'ils se souviennent de ça. Voilà. François, alors maintenant, on part sur le basculement. Justement. En quoi c'est un basculement? En quoi alors, par quoi est-ce que tu souhaites d'ailleurs commencer? Je vais dire que moi, paradoxalement, je crois beaucoup plus à il va avoir 2 soucis. S'il veut s'occuper du marécage, du swamp, il faut qu'il ait les mains libres à l'étranger. Et en plus, c'est l'aliment des lobbies militaro-industriels qui rincent les démocrates et les rhinos. Donc, il faut arrêter ça. Pour arrêter ça, il faut arrêter les guerres. Et il y a 2 grandes guerres. Il y a Gaza et il y a l'Ukraine.
Et moi, paradoxalement, encore une fois, je crois beaucoup plus à sa capacité de résoudre le problème de Gaza que le problème de l'Ukraine. Ah oui. Je dis ça, ça étonne les gens, mais je vais Et tu vas m'expliquer parce que je l'expliquer. pense que c'est très important. Oui, C'est vas-y. très, très important. À Gaza, je pense qu'on a théâtralisé depuis toujours une différence entre les États-Unis et la droite israélienne. On fait apparaître la droite israélienne et en particulier Netanyahou comme quelqu'un qui est inarrêtable, etc., etc. Et les Américains essayent d'arrêter son bras et ils n'y arrivent pas. Et Blinken fait 9 voyages au Moyen-Orient pour lui dire Bibi, arrête, arrête, arrête. Regardez, on fait ce qu'on peut, etc. Mais c'est une théâtralisation totale. Parce que moi, je ne connais pas de personne dans une entreprise à qui on donne son salaire, ses moyens de travailler, tout, et c'est lui qui est le patron. Non, le patron, c'est celui qui te paye, ce n'est pas celui qui est payé. Donc, le patron, c'est les États-Unis. Et en fait, ils mettent en scène une divergence qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que ça permet de dédouaner les sponsors, parce que sinon, on dirait, regardez, c'est eux les salauds, parce que c'est eux qui payent et c'est eux qui entretiennent tout ça. C'est pour ça. Alors, Bibi, il fait ce qu'on lui dit, mais on lui dit, tu vas faire semblant de dire que tu fais pas ce qu'on te dit, et nous, on va essayer de garder nos électeurs en disant, nous, on fait ce qu'on peut, on veut les droits de l'homme, mais on n'y arrive pas, c'est trop difficile. Mais à qui on fait croire ça? J'en prends juste un seul exemple. Dans la dernière attaque qui a été faite contre l'Iran, il y a plus de 300 avions israéliens qui ont été envoyés, mais pour passer en Iran, pour aller tirer, il a fallu des avions ravitailleurs. Les avions ravitailleurs, ils sont américains. Donc, il y a des centaines d'avions ravitailleurs américains qui organisent les choses. Et après, on dit, attendez, On n'était pas au courant. on n'est pas au courant, ou bien ils font ça tout seuls. On essaye de les arrêter, mais à qui on va faire croire ça? Et c'est pour ça, à cause de cette hypocrisie de plus en plus manifeste, qu'il y a une bonne partie des électeurs de Harris qui sont les pro-palestiniens, qui n'ont pas voulu voter pour elle parce que ils se rendent compte que c'est de la triche mentale, c'est de la triche. Donc, nous, on avale ce discours, mais s'il vous plaît, sortez de cette espèce de théâtre, cette espèce d'infâme théâtre qu'on essaye de vous mettre. Bibi, il fait la politique des lobbies militaro-industriels, c'est tout. Il fait ça et il va jusque là où on lui dit d'aller. C'est ça qu'il fait, rien d'autre. Donc, ça veut dire qu'en contrepartie, le jour où il y a un véritable chef aux États-Unis qui dit Bibi, c'est fini, et Trump l'a déjà dit, et je vais rentrer dans le détail après, l'a déjà dit, et le jour où il va prendre ses fonctions, il va appeler Bibi, en lui disant Bibi, ça y est, c'est fini là, la récréation c'est fini, maintenant tu signes ou on arrête les frais et on arrête le robinet. Et Bibi va signer parce qu'il ne peut pas faire autrement. Alors pourquoi on ne l'a jamais fait jusqu'à présent? Ça c'est très important. Parce Oui. qu'en fait on est dans une configuration politique qui est totalement différente. Et en fait le génocide lent qui était fait au peuple palestinien passait sous les radars depuis 1948. Et le crédit victimaire qui permettait de porter l'État d'Israël n'avait pas été entamé. La différence de cette guerre, c'est que les massacres et la sauvagerie de la droite israélienne est telle que la totalité du monde aujourd'hui ne peut que le voir. Et en particulier, une bonne partie de la jeunesse américaine. Je rappelle que celui qui s'est immolé par le feu, le soldat américain qui s'est immolé par le feu, était un juif aux États-Unis devant la Maison-Blanche, je crois. C'était un juif. Donc, je crois, j'ai lu quelque part, alors il faudrait vérifier, que la moitié de la jeunesse américaine serait d'accord avec la disparition de l'État d'Israël. Ouais, c'est vrai, c'est des Donc, sondages. ça veut dire que c'est énorme. La réprobation par rapport… Nous, on vit dans une espèce de bulle en France. Mais si on regarde ce qui se passe, encore une fois, une partie de ma famille, ce sont des Tunisiens qui ne sont pas des gens qui ont l'habitude qui sont des gens très modérés. Quand on regarde ce qui circule dans le reste du monde, les images de Gaza, etc., mais c'est une boucherie, mais épouvantable. Donc, ça passe pas. Donc aujourd'hui, paradoxalement, ce martyr donne à Trump donne à Trump une occasion en or pour dire maintenant c'est fini, maintenant on passe à la partie politique, donnez-leur leur État.
et ça suffit. Voilà. Et je pense que c'est ça qui peut se passer. Alors, on va dire, et je vais finir là-dessus, après on va parler de l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est à mon avis beaucoup plus compliqué. On va dire, ah mais les évangélistes ne seront pas d'accord, etc., etc. Eh bien, moi, il y a une chose qui m'a énormément frappé, c'est que dans le Missouri, les associations musulmanes se sont déclarées pour Trump en leur disant, Oui, c'est vrai. On en l'a particulier, constaté. on pense que tu as été sauvé par Dieu pour faire la paix au Proche-Orient. Pourquoi ils ont dit ça? Ben parce qu'ils ont un deal avec. Il leur a dit, moi, je ferai la paix. Je ferai la paix et je vous donnerai votre État. Donc, ils l'ont suivi et il a gagné le Missouri comme ça. Donc, il a piégé Kamala complètement comme ça, en récupérant. Et qu'est-ce qu'il a fait avec les. Parce que le problème, c'est pas tellement les Juifs américains, parce que les Juifs américains voient qu'on est en train de salir d'une façon gravissime, mais pour très longtemps, leur réputation. C'est encore une fois la perte de leur crédit victimaire. Ils sont plus protégés contre les exactions d'Israël. Pour ceux qui ne sont pas millénaristes. Il leur a dit, écoutez, pour ceux qui ne sont pas millénaristes, moi je donnerai un élément, mais je te laisse terminer. Oui, Avant l'Ukraine, je te dirais moi ma manière de penser. Il leur a dit, moi je vais faire la paix pour sauver l'État d'Israël. Parce que Netanyahou est en train de tuer l'État d'Israël. Donc, je vais faire la paix pour sauver l'État d'Israël. Et il a dit la même chose aux évangélistes qui le suivent en disant, ça ne peut pas continuer comme ça, moi je ferai la paix pour sauver l'État d'Israël. Je pense que c'est ça le discours qu'il a tenu. Je le dis d'autant plus que c'est ce qu'il a dit au moment où, de l'assassinat d'Haniyeh, en disant à Kamala et à Biden, vous êtes des cinglés, vous êtes en train de créer les conditions de la guerre mondiale, il leur a dit. Donc, il s'est posé comme artisan de paix, et je pense que c'est ce qu'il va faire. Et c'est très facile, contrairement à ce qu'on pense, parce que ce qui manquait, c'était la volonté politique. Mais au moment où il y a la volonté politique, c'est-à-dire il met la main sur le robinet en disant, maintenant tu signes, ou je ferme. Eh bien, Dieu Yahvé n'est pas au ciel, Yahvé est à Washington, il ne faut pas oublier ça. Ça, les Israéliens font semblant d'avoir oublié ça, mais la destinée manifeste, c'est le soutien indéfectible des États-Unis. Mais dans l'histoire, il n'y a pas de soutien indéfectible, ça n'existe pas. À un moment donné, le soutien devient plus indéfectible. Donc, je pense que s'il veut faire la paix, il la fera, et à ce moment-là, il a une porte d'entrée dans le Grand Sud immense et tout de suite, on va dire non seulement c'est un conservateur comme nous qui croit à la famille, etc., mais en plus, il a réglé un problème qu'aucun président des États-Unis n'a rentré depuis 1948. Donc, il rentre dans les BRICS, il va voir Xi, il va voir Poutine, il va en disant, voilà, moi, je l'ai fait. Donc, je pense que ça serait un coup politique absolument génial et très facile. Par contre, je pense que le problème de l'Ukraine est beau. Attends, François, attends. Je t'ai lancé, mais permets-moi juste quand même un peu d'échange. Et donc, avant que tu parles de l'Ukraine, je t'avais demandé, moi je vais te donner une analyse. Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis et sur la volonté de Trump de faire cette paix. Je partage totalement. Là, ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'il y en a qui ne le voient pas, qui n'entendent pas ça du tout de cette oreille, que cet État profond, il n'est pas disparu le soir d'une élection, qu'il existe toujours, qu'il y a une volonté toujours de remodeler le Proche-Orient, qu'il y a toujours cette volonté d'attaquer et de détruire l'Iran pour faire sauter une bonne fois pour toutes la façon dont est organisé ce Proche-Orient et le remodeler. Et donc, ces néoconservateurs n'ont pas dit leur dernier mot. Ils s'appuient sur des intérêts aussi important au Moyen-Orient, au Proche-Orient et en Israël. Et donc, je dirais que la partie est loin d'être terminée. Il y a eu le vote populaire, la sanction populaire. Et donc, en effet, ils ont porté au pouvoir quelqu'un qui aimerait tout ce que tu viens de dire. Mais moi, je dis, attention, il y a un grand danger. Comment est-ce qu'il peut se manifester ce danger? Je ne sais pas. Est-ce un attentat? Moi, je suis relativement inquiet, mais ça, je vais pas, ce n'est pas moi l'invité, donc je vais pas développer. Mais je dirais, le seul bémol, qui n'est pas un bémol, c'est que de l'autre côté, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Voilà, mais je suis d'accord avec ça, évidemment. Mais je dirais que quand tu penses néoconservateur, relis l'histoire des néoconservateurs, il faut toujours penser fric.
Ce qui les intéresse, c'est le fric. Et je pense que ce que tu dis au Moyen-Orient qui est vrai, c'est pas la géopolitique qui les intéresse, c'est l'argent. Et si tu regardes ce que tu dis qui est vrai, évidemment, mais là encore, je pense qu'une bonne partie des Juifs, je rappelle qu'on appelait Joe Biden pendant sa campagne Genocide Joe, ils ont pas envie que dans 50 ans, on leur dise « Are you a genocide Jew ?» Donc, les Juifs, Netanyahou est leur ennemi d'une certaine façon, enfin ceux qui ont une certaine conscience d'eux-mêmes aux États-Unis, et il en existe. Et d'autre part, ce que je veux dire, c'est que le problème que tu dis qui est vrai, mais la possibilité d'armer Israël est infinitésimale par rapport à tout ce qui concerne l'autre marché qui est gigantesque. C'est une petite boutique Israël sur le plan de le grand marché, c'est l'Ukraine et c'est l'Europe. C'est ça le problème. Ce que tu dis est vrai, mais pense que lorsque Trump va s'attaquer au problème de l'Ukraine, ce que tu dis, c'est à la puissance 1000. Parce que la boutique de vente de la production militaro-industrielle, le client, c'est pas l'Ukraine, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Et la boutique, c'est l'OTAN. Donc, le problème, c'est pas c'est un petit problème, le problème du Moyen-Orient. C'est gros sur le plan géopolitique, mais le véritable problème, il n'est pas géopolitique, il est là. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Biden et lorsque Trump et Poutine vont se rencontrer? Quelle paix? Tout le monde dit la paix, la paix, la paix, mais c'est bien gentil, mais quelle paix? C'est quoi la paix? Alors, pour les Russes, la paix, c'est vous arrêtez les sanctions, vous me rendez mes 300 milliards que vous m'avez piqués, et puis vous permettez à tout le monde de refaire du commerce. D'ailleurs, cher Donald, c'est ce que vous dites dans votre discours de l'ONU, vous voulez la paix, les gens libres, chaque pays chez soi, libre chez soi, on arrête l'immigration et chacun fait du commerce et tout le monde est riche et tout le monde est bien. C'est ça que vous dites. Alors faites-le. Mais s'il fait ça, c'est la fin de la domination américaine sur l'Europe. Eh oui. Voilà, donc les Américains et l'État profond vont vouloir une non-belligérance, mais une non-belligérance, Poutine va leur dire, ben fume, si tu ne me rends pas mon fric, d'abord mes 300 milliards, moi, pourquoi vous voulez que j'arrête? Donc il va continuer. Donc la guerre ne va pas s'arrêter, mais les Russes vont feuilletonner leur victoire progressivement, ils vont aller jusqu'au Dniepr sans se presser, en prenant des films tous les jours, en disant, ben on a gagné 1 kilomètre, de façon à mettre les Américains en slip sur le plan médiatico-politique. Et comme Trump a dit qu'il ferait la paix en 24 heures, s'il ne la fait pas, il va passer pour un imbécile. Donc, c'est Trump qui a la décision quelque part. Mais si Trump décide de faire ce que j'ai lu dans un article très intéressant du Monde hier, dit le général de Gaulle avait dit un jour les Américains rentreront chez eux. Voilà, il a dit ça. Donc, si les Américains, Trump, là aussi, prend la décision historique en disant on prend nos clics et nos claques, on arrête cette espèce de machin qui s'appelle l'OTAN, qui aurait dû s'arrêter en 91, mais qui ne sert pas à défendre l'Europe, mais à dominer l'Europe et à leur bourrer la gueule de matériel américain. Si on arrête ça et qu'on rentre chez nous, ça veut dire que c'est un tout autre fonctionnement pour les États-Unis. C'est ça le véritable enjeu de cette période, c'est ça. Et ça va impliquer aux États-Unis une guerre intestine, mais majeure. Il va y avoir du sang sur tous les murs. Ouais. Et Trump, s'il veut négocier avec Poutine, il faudra qu'il ait la peau de tous ces intermédiaires qui sont derrière, etc., etc. Il va y avoir aux États-Unis, ça va être absolument titanesque ce qui va se passer à l'intérieur du système américain. C'est là que le problème. Et s'il règle ça, après il dira à Poutine, bah, écoute, voilà, nous, on n'a aucune vocation à dominer l'Europe politiquement. On n'a aucune. Brzezinski a dit des conneries. C'est pas l'objectif. Autant, aussi bien que l'Europe, que l'Allemagne avait vocation à retrouver ces lignes d'approvisionnement naturelles à l'Est au moment de la réunification et de la chute du mur. C'était normal. Il n'y avait pas de raison que la France piège l'Allemagne
comme elle le faisait jusqu'en 89. Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas plus de raison que les États-Unis piègent l'Europe et empêchent l'Europe de retrouver ses relations naturelles avec l'Est. Mais ça veut dire le gaz américain en Europe, c'est fini. La domination politique américaine sur l'Europe, c'est fini. Le bourrage militaire sur l'Europe, c'est fini, etc. C'est les conséquences. Il faut qu'il assume les conséquences de ses choix. Le père Trump, s'il veut la liberté des peuples, eh ben, qu'il commence. Mais ça va être coton. Et ça, les gens disent la paix, mais ils réfléchissent pas. Il faut aller jusqu'au bout. C'est quoi la paix? C'est la fin de la domination américaine. Donc, ça ne veut pas dire la fin des États-Unis, mais c'est la fin d'une certaine forme. Ça veut dire que les États-Unis redeviennent un peuple parmi d'autres, qui fait du commerce parmi d'autres. Il peut très bien se débrouiller comme ça. Et ça veut dire que les Européens, maintenant, ils ont le choix. Ils sont devant leurs responsabilités. Aussi. Et comme je disais, maintenant, en face, pour relever le gant, à part le petit Orban dans sa petite Hongrie, il y a qui sont les gaullistes français, là? Qui sont les gaullistes européens? Ou qui sont les grands hommes qui disent on y va, on reprend notre souveraineté et on va travailler avec les autres et on va parler avec tout le monde? Où ils sont? Je ne les vois pas, moi. C'est ça, le problème, il est là. Le problème, c'est que cette génération, elle n'est pas prête. Moi, je ne la vois pas. Voilà, c'est ça, moi, comment je vois les choses. Mais je dis, à l'inverse de ce que disent beaucoup de gens, que ce qui paraît compliqué, en fait, est très simple, c'est-à-dire Gaza, c'est très simple. Par contre, ce qui paraît simple, parce que les gens ne réfléchissent pas, en fait, ça va être effroyablement compliqué, et Trump va y mettre toute son énergie là-dedans. Et voilà. Sur qui peut-il s'appuyer justement Trump aux États-Unis, à part Bob Kennedy Jr. On n'a pas parlé de Musk, de toute cette Silicon Valley qui a basculé de son côté. Est-ce que ça peut être aussi cela, au travers de la liberté d'expression, le peuple évidemment qui a voté? Sur quelles sont les grandes forces sur lesquelles Trump va pouvoir s'appuyer? Trump, il va s'appuyer d'abord sur sa légitimité exceptionnelle, formidable. Et à mon avis, moi je serais lui, je résoudrais très vite le problème de Gaza pour me donner une légitimité internationale extraordinaire. Et après, j'irai les chercher, tous les trafiquants, comme il l'a déjà dit, les trafiquants, les pirates, les voleurs et les gangsters, j'irai les chercher l'un après l'autre, qui ont des beaux costards et qui travaillent au sein de l'État profond du département de la justice, de la CIA, etc. J'irai les chercher, même Obama si je peux. J'irai les faire arrêter devant les caméras avec les poussettes pour que tout le monde les voit. Et puis j'organiserai la guerre contre les gangs, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'il peut faire, à mon avis. Et il aura il aura la volonté populaire et les populaires avec lui, puisque c'est ceux qui l'ont fait gagner. Ils savent très bien, les Américains, comment ça se passe. S'ils se sont révoltés, c'est parce qu'ils ont conscience qu'ils secouent le joug d'un affreux régime oligarchique. Voilà. Et ça nous donne à nous de l'aliment et de la force pour faire pareil. C'est l'exemple à suivre, mais ça ne sera pas facile pour nous parce que lui, encore une fois, Trump, c'est un patriote, c'est pas un humaniste, internationaliste, mondialiste. Et il va nous dire, démerdez-vous les gars. Hein. Et si on ne veut pas y aller, si on dit, on reste bien ensemble autour du feu avec Ursula, tous bien au chaud, etc., il va aller dire aux Russes, écoute, Vladimir, non seulement on ne va pas se battre, mais en plus on va aller se les faire. Hein. On va aller se les bouffer. Ils vont se partager le marché européen, ils vont se réconcilier sur notre dos. C'est évident. Oui, c'est ça. C'est peut-être la solution. Qu'est-ce que tu veux, Vladimir? Alors toi, tu prends le bouton de gauche. Il aura peut-être la paix comme ça. Ouais. Moi, tu prends le bouton de gauche et moi, je suis de droite et on va les tondre. C'est ce qui va se passer. Si on ne se réveille pas, c'est ce qui va se passer. Les Européens disent… Il ne nous défendra pas, ni contre les Chinois. Les Européens, François, disent depuis l'élection, il va falloir se prendre en main. Ils avouent par la même occasion d'ailleurs qu'ils ont été les féaux d'un suzerain
qui les a dominés et qu'aujourd'hui, ils avouent on n'est à la pas les face du CEO monde d'un suzerain, d'être on que est des le esclaves. garde-manger et la viande dans le garde-manger d'un prédateur américain. On n'est plus les féaux depuis longtemps. On n'a plus d'existence politique, on n'a plus rien du tout. On est un morceau de viande, c'est ça qu'on est. Il n'y a même pas de décision politique, regarde, on n'a même pas de gouvernement. J'entendais là tout à l'heure, avant que ça commence, Retailleau faire ses déclarations, mais moi j'ai l'exemple d'un autre mec avant qui a fait plein de déclarations qui étaient tout le temps sur les plateaux. C'est notre ancien ministre de l'Éducation, là, comment s'appelait-il? Celui qui avait été directeur de l'ESSEC, Blanquer. Qu'est-ce qu'il a fait, Blanquer? Zéro. Donc quand un mec arrive et puis qu'il passe 80% de son temps sur les plateaux en disant ce qu'il va faire, ça veut dire qu'il fera rien. C'est sûr. C'est clair. Et là, il ne prendra aucune décision parce qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de base politique derrière. Le pays n'existe plus. Ils n'ont juste pas fait sauter tout de suite Barnier parce que comme il avait la patate chaude du 49.3 pour le budget, il lui laisse passer le budget parce que ça arrangera tout le monde. Mais dès qu'il aura fini, ils vont le déglinguer. Ils vont le déglinguer. D'autant que si jamais il devient populaire, comme à mon avis, il est rentré là-dedans, pas parce qu'il veut faire quoi que ce soit, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut rien faire dans cette situation, il fait simplement sa campagne présidentielle en sous-main. C'est ça qu'il fait. En se disant, si je gagne une popularité, le moment venu, je sortirai du chapeau en disant, les autres n'ont rien fait, mais moi, au moins, je me suis sali les mains pour les Français. Il passera crème. C'est ça. C'est ça qu'il fait. Et tout le monde le sait. Donc, en fait, ils se disent, tant qu'il est impopulaire, il reste, mais le jour où il devient populaire, on le dézingue, et les premiers qui vont lui tirer dessus, ça va être ses propres copains dans son propre camp. C'est évident. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Grande politique d'un côté. C'est gros comme une maison. Et toute petite politique de l'autre. Hein. Et qui c'est qui le soutient le plus? Qui le soutient sans le dire, en essayant là aussi de théâtraliser une divergence, ce en quoi les politiques sont très forts, c'est Macron. Parce que Macron sait que chaque fois qu'il y a un gouvernement qui saute, lui, il s'enfonce un peu plus dans le sable mouvant. Alors, il a déjà le sable jusqu'ici, puis il a le sable jusqu'ici, puis à un moment donné, ça va passer par-dessus le nez. Il est à 17% d'intention favorable, mais le jour où il est à 10%, on va dire, mais qu'est-ce que ce légume fait encore à l'Élysée? Ce jour-là, il va être obligé de partir. Moi, je pense qu'il ne tiendra pas les 3 ans. Alors, il va au Maroc, il essaye d'habiller les trucs, etc., pour essayer de gagner du temps, mais il n'a pas de pouvoir, en fait. L'année 2025, François, est quand même pour le monde, pour les États-Unis et pour l'Europe, l'année de tous les dangers. Beaucoup de choses vont se jouer. Ah ben c'est évident, ça c'est évident, c'est évident. Et il va sortir, je pense, comme à chaque fois, un certain nombre de types intéressants, de qualité. Il va y avoir un certain nombre d'initiatives, mais il est temps que l'on, comment dire, comme on disait autrefois, comptons sur nos propres forces, hein, comme disaient les pays qui voulaient décoloniser, hein, agissent. Comptons sur nos propres forces. Il est temps qu'on intègre le principe de décolonisation, là aussi. Tu vois, développe. Chez nous, eh ben, nous, on est, comme je le dis dans mon livre, hein, le temps des fractures, c'est un mouvement décolonial. Et nous, on est totalement colonisés par les Américains depuis 1945. Où est l'esprit de décolonisation? Aujourd'hui, ceux qui le prônent, les Asselineau et les Philippot et les autres, ils font 2%. Parce qu'on n'est pas dans on se perçoit pas dans une configuration décoloniale. Mais le jour où les Américains vont dire, écoutez, nous, on se barre, démerdez-vous, ces gens-là vont, eux et les suivants, vont prendre tout de suite du poids parce que ça va être la seule solution. On va faire l'Europe ensemble avec qui et contre qui? Pas plus contre les Russes parce que les Russes sont plus nos ennemis et plus avec les Américains parce que les Américains, ils veulent plus de ce système à la noix et Trump préfère garder son argent pour les Américains. Donc là, on est livré à nous-mêmes. On est sorti de la prison, on sort de la prison, enfin on risque de sortir de la prison, on se retrouve dehors, tu as les champs devant toi et maintenant on dit tu vas où, tu fais quoi? Et toi tu réponds je sais pas. C'est là que ça va se passer. Donc ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant.
peut-être quand même, on ne l'a pas évoqué parce que beaucoup le disent, mais il faut peut-être aussi faire son sort à cette théorie comme quoi, de toute façon, la seule chose qui va intéresser Trump, c'est ce qui va se passer dans le Pacifique avec la Chine et ça sera la principale confrontation de demain. S'il a cet esprit BRICS dont tu parles, Oui. finalement, ça pourrait non pas fort bien se passer, mais pas si mal se passer que ça avec la Chine. Mais je pense que ça va finalement bien se passer parce que les Chinois vont comprendre parfaitement ce qu'il a en tête. Il va mettre des droits de douane énormes vis-à-vis des Chinois, d'abord pour commencer. Et puis dès qu'il aura mis les droits de douane, il va aller les voir en disant alors c'est quoi le deal? Où c'est que j'enlève les droits de douane? Qu'est-ce que je vous donne? Qu'est-ce que vous me donnez? Alors, sur tel produit, moi, ça m'intéresse, ça vous intéresse, pof. Il va faire des deals séparés. D'abord, il met les herses et après, il dit on discute. Et c'est ce qu'il va faire parce que ce qui l'intéresse, c'est le commerce. Et ce qui l'intéresse, c'est rééquilibrer ses relations commerciales avec les Chinois. Et ce qui l'intéresse, c'est ne plus se faire voler ses secrets industriels par les Chinois. Et ce qui l'intéresse, c'est de rapatrier ce qui est fait par les sous-traitants chinois pour le compte des entreprises américaines aux États-Unis. Mais il ne veut pas la mort de la Chine. De toute façon, l'histoire de Taïwan aussi est théâtralisée parce que je n'imagine pas une seule seconde que les Chinois, dans la situation où ils sont, les leaders des BRICS, c'est-à-dire une organisation de commerce pacifique, un club de commerce pacifique, ils vont aller sauter sur leurs petits voisins et faire des centaines de milliers de morts. S'ils font ça, les BRICS explosent. On dit, attends, tu viens de nous dire qu'il fallait qu'on soit ensemble avec l'Inde, la Russie, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite. La première chose que tu fais, c'est d'aller casser la gueule à ton petit voisin. C'est quoi ton affaire là? Donc, ils ne le feront pas. Jamais. En plus, les exportations de Taïwan vers la Chine, ça représente 35 ou 40%. Donc, s'ils veulent arrêter Taïwan, ben, ils font l'embargo sur les produits de Taïwan. 15 jours après, le gouvernement taïwanais saute. Donc, ils n'ont pas besoin de dépenser un seul soldat pour faire ça. S'ils veulent Taïwan. Mais ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de faire du commerce. C'est ça qui les intéresse. Donc, dans la journée, ils envoient les camions, ils envoient les avions, les bateaux et tout. Et à partir de 18 h, les bateaux et les avions rentrent chez eux. À ce moment-là, les mecs, ils se retrouvent dans un bar, je ne sais pas quoi, quelque part, et puis ils signent les contrats pour le mois suivant. Et puis après, on remet les avions le lendemain pour dire c'est de la théâtralisation à usage interne des deux côtés. Ouais, on va se défendre, on va se battre. Et l'autre fait pareil de l'autre côté, mais derrière, ce qui compte, c'est comme tout Chinois qui se respecte, c'est les pépettes. C'est ça qui compte. Bah oui. Donc moi, je crois absolument pas à cette histoire comme disait une réunion du cercle Eleutheria où tu devais être un ancien ambassadeur. Il dit quand tu es chinois, ce qui t'intéresse, c'est le commerce. C'est le commerce, le général, l'ambassadeur Chanel. Et on lui a demandé, on lui a posé la question, il dit, qu'est-ce que vous pensez qu'il se passera dans 100 ans? Ben, il a dit, dans 100 ans, ça sera exactement pareil. On va continuer à sauver la face d'un côté et à faire du commerce de l'autre. Et puis voilà. Donc, Trump le sait, ça, donc c'est pas un risque. Taïwan tombera dans 50 ans, dans 100 ans, mais pour les Chinois, c'est pas, le temps n'est pas le même. Il reste 5 minutes, François. Peut-être terminer sur... tu n'as pas relevé, quand je t'en ai parlé, sur la tech, sur les mafias PayPal, c'est ainsi qu'ils se nomment eux-mêmes, les Peter Thiel, Vance, qui représentent aussi quelque chose aux États-Unis. Bien sûr. Tout cet aspect. Si tu veux, dans cet esprit trumpiste ou trumpien qui est en train de se mettre en place, il est clair qu'il y a un aspect qui est fondamental, c'est l'information. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Américains, par l'intermédiaire de Trump, décident de faire sauter ou d'affaiblir fortement le système oligarchique et en asséchant le marécage, il y a un énorme marché, c'est l'information libre. C'est-à-dire à ce moment-là, tous ceux qui sont en fait des faux réseaux sociaux et des vrais en fait des vrais démocrates prêts à arrêter la liberté d'expression, parce que toutes ces grandes boîtes, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le deal? Le deal, c'est
on crée des backdoors, vous me donnez toutes les informations pour la NSA, la CIA, etc. Nous, on surveille tout le monde et on vous laisse libre en tant que grand groupe monopolistique. C'est ça le deal. C'est ça qui les protège. Le jour où ils collaborent plus avec un État, je dirais, pseudo-totalitaire, ce jour-là, ils n'ont plus leur protection. Et donc, Musk et les autres, ils veulent faire sauter ça, parce qu'ils veulent la véritable information. Là aussi, ils veulent l'information libre. Donc, ils vont essayer de leur piquer leur marché, je vais dire ça comme ça. Musk, il n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que sa partie de collaboration avec l'État, il l'a déjà, en fait, avec la NASA. Donc, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de donner les infos. Je ne sais pas s'il le fait, mais il n'en a pas besoin. Les autres, ils vivent avec ça. Donc, le jour où ils vont être obligés, les Zuckerberg et les autres, de laisser passer ils vont continuer à essayer de bloquer les informations, et puis Musk va dire non, c'est pas ça, c'est ça. Il va y avoir une perte de prestige importante de leur part. Donc, je pense que derrière tout ça, il y a une véritable opportunité. C'est la philosophie de Trump encore à l'intérieur. C'est les peuples et c'est les personnes libres à l'intérieur du pays qui s'enrichissent, qu'on protège, qui font du commerce entre eux, avec les autres. On soutient les petits, on leur donne du pouvoir d'achat, on leur donne des jobs. Allez-y, et allez-y les gars. C'est ça. Donc, Zuckerberg, il se frotte Musk, il se frotte les mains là, dans un environnement comme ça. C'est intéressant. Et nous, qu'est-ce qu'on attend pour en prendre de la graine? Voilà. Je crois qu'il faut d'abord se débarrasser notre problème à nous, c'est Macron. Ce qui m'inquiète dans tes propos, c'est que lorsque tu dis, mais il n'y a pas, la génération n'est pas prête. Ça va être, j'aimerais que ça soit un peu d'ailleurs ton mot de conclusion, puisqu'on va vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que tu entends par cette génération n'est pas prête? Est-ce que la génération de De Gaulle était prête? Mais quelqu'un a surgi. Oui, quelqu'un a surgi, mais on connaissait déjà De Gaulle, on savait ce qu'il avait fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai que 6 mois avant 58, sa prise de pouvoir, il faisait 2% dans les sondages, enfin lui ou son parti. Donc, ces hommes existent, mais ils n'ont pas la parole. Et puis, je dirais que quand tu n'as pas la solution en entier, ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Et je pense qu'il y a du travail à faire, à préparer les esprits, à donner des solutions, à ouvrir des débats. Ça, on peut toujours le faire, ça. C'est là, je pense qu'il y a un travail préparatoire. Et c'est au fur et à mesure que la marée de la déréliction, parce que ça va passer par là, sur l'Europe va augmenter, que la marée va baisser, qu'on va voir surgir en dessous les rochers solides sur lesquels on peut bâtir autre chose. Pour l'instant, on ne la voit pas, mais au fur et à mesure que les choses vont empirer, parce qu'elles vont empirer pour nous économiquement, cette guerre intestine aux États-Unis, elle va avoir des conséquences chez nous. Elle va avoir des conséquences chez nous parce que les lobbies vont pas rester sans rien faire. Donc, chez nous, il va y avoir des pressions sur l'Europe, etc. On voit déjà que, bon, Mélanie est en train de bouger, intelligemment d'ailleurs, en disant, bon, on dit rien, mais on va chercher notre indépendance économique, ça commence comme ça. Orban, n'en parlons pas. Scholz, il n'a rien dit, mais il a bien compris que s'il ne bougeait pas, il avait chaud aux fesses, il allait sauter, donc il commence à se rapprocher de la Russie petit à petit. Les Polonais, qui ne sont pas des imbéciles, ils jouent la carte pro-américaine à fond pour remplacer l'Allemagne. Et ils ont applaudi, tu te souviens, le lendemain de l'explosion du pipeline. Bravo l'Amérique. Mais le jour où ils vont être confrontés avec la Russie et Trump va dire, nous, on prend nos clics et nos claques, on rentre chez nous, t'inquiète pas qu'ils ne seront pas plus bêtes pour aller voir les Russes en disant, non, mais c'était des propos comme ça, mais en fait, on est prêt à bosser avec vous. Ils se connaissent bien.
Là aussi, la haine des Polonais contre les Russes, elle est bien mise en scène parce que ça les arrange. Mais on se souvient que dans l'histoire, ça a été l'inverse à un moment donné. Ça a été les Polonais qui ont martyrisé les Russes. Il ne faut pas oublier ça non plus, à un moment donné. Donc, et c'est des Slaves des deux côtés. Donc, le jour où là aussi, le jour où on ne se parle pas parce que ça nous arrange de ne pas parler, mais le jour où on dit qu'il faut se parler, ben, ils vont se dire, attendez, nous, on ne va pas être les seuls à ne pas les profiter du marché russe, et ils vont y aller. Et nous, les petits Français, on va faire quoi? On va rester là, on va dire, ah ben non, nous, on est les fils des droits de l'homme, les inventeurs de la liberté. Donc, on parle à personne, on attend que le monde entier vienne nous embrasser les babouches, mais ça ne marche pas comme ça. Ça sera ton mot de conclusion. Embrasser les babouches. Mon cher François. Voilà, il est 9h, on a tenu les délais. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, on ne manquera pas évidemment de refaire appel à toi souvent sur ton expertise parce que les choses ont bougé. Ah, oui. Espérons en effet, il manque encore d'ailleurs cette émission que nous devons faire, nous concentrer sur cette vocation de la France. C'est un peu ce qui manque aujourd'hui et c'est sur quoi nous avons terminé. Mais la providence, la divine providence, ne l'oublions jamais. Oui, tout à fait. Il faudra qu'on redevienne chrétien, c'est la base d'abord, et qu'on redevienne conservateur. Solzhenitsyn l'a dit encore une fois. Sous la forme des Lumières, les Lumières sont éteintes aujourd'hui. C'est en train de mourir, ça aussi. Solzhenitsyn l'a dit, c'est la fin du parti, mais c'est aussi la fin du marché. Et la fin du marché, c'est la fin des Lumières aussi. C'est l'autre. Et nous, on est où avec notre philosophie de dire, attendez, croire en Dieu, non, ne dites pas croire en Dieu, là, tout ça, oh là là, mais ça sent mauvais, on se pince le nez, il faut qu'on soit laïciste, parce que, etc. Attends, pour qu'on n'a pas le droit, on a été chrétien pendant 2000 ans, et là, on n'aurait plus le droit d'être chrétien, il faut foutre en l'air, là aussi, toutes ces espèces de faux prophètes, là, qui nous laissent être nous-mêmes, voilà, comme tout le reste du monde. Merci François, merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Et à très bientôt sur Géopolitique Profonde. Merci. Au revoir. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.